Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Rudy Vervoort. Bonjour. Bonjour. Ministre-président bruxellois. Alors hier au gouvernement, il y a eu un accord en première lecture sur le fameux plan taxi qu'on attend depuis de longs mois. Il y aura à l'avenir, horizon 2019, si tout va bien, les mêmes règles pour tout le monde. Les licences seront attribuées aux chauffeurs. Alors je vous propose 3 réactions par rapport à cet accord. A, c'est un excellent accord. B, c'est mieux que rien. C, tout n'est pas encore négocié. C'est un accord qui reste à négocier avec le secteur, bien évidemment. Je l'ai dit, on doit maintenant entamer un processus de concertation sur base d'un texte. Ça, c'était indispensable qu'il y ait enfin un texte à proposer à l'ensemble du secteur. Mais il faut maintenant aussi se donner le temps pour arriver, je l'espère en tout cas, à un consensus entre les différents acteurs. C'est-à-dire que le projet pourrait encore être adapté sur les fondamentaux ou pas? Mais à moins de considérer que la négociation ne sert à rien, oui, je ne parle pas des fondamentaux, il y a quelques principes de base, bien évidemment, sur lesquels on ne reviendra pas, mais c'est évidemment dans la mise en œuvre que les choses vont être plus déterminantes en termes de soit plus, entre guillemets, protégeant le secteur des taxis, encadrant mieux le secteur des plateformes, Uber entre autres, mais il n'y a pas qu'Uber, pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre et une juste concurrence entre les deux. Donc c'est ça qu'on vise, c'est trouver un système qui soit équilibré, qui ne mette pas en péril le secteur des taxis, je tiens à le dire, qui d'ailleurs maintient le salariat. Pour nous, c'était très important, pour le PS, c'était très important que le salariat soit défendu, parce que considérons que le fait d'être indépendant doit d'abord être un choix personnel, mais le fait d'avoir une licence personnelle n'implique évidemment pas que nécessairement on soit indépendant. Ça, c'est le modèle Uber. Nous disons qu'il y a aussi un modèle de salariat à préserver. C'est un modèle social belge que nous défendons depuis la fin de la guerre. Donc franchement, pour nous... pourtant, ce n'est pas comme ça que les représentants du secteur le perçoivent à la première lecture. Je vous propose juste de regarder cette première réaction à chaud du porte-parole de la Fédération belge des taxis. C'est un article qui est paru dans la presse ce matin. Il dit que c'est proche d'une version précédente dans la capitale. Il dit il nous accorde juste une mort plus lente. Pourquoi alors attendre jusqu'en 2030 pour crever? Autant arrêter tout de suite. C'est très fort comme réaction. Mais oui, mais je pense que tout ça vient aussi du fait qu'il y a une espèce de frénésie de communication permanente autour de ce dossier. Moi, j'avais suggéré que la communication se fasse après qu'il y ait eu un contact entre le ministre instrumentant et les acteurs, de manière telle qu'il n'y ait pas de déperdition de l'information, qu'elle soit la plus complète possible et qu'elle soit de nature à rassurer le secteur. C'est vrai quand j'entends... C'est pour ça que vous ne faisiez pas communiqué commun avec Pascal Smet hier? Mais c'est pour ça que moi, je ne faisais pas communiquer du tout. Et donc, on avait convenu qu'on ne communiquerait pas, qu'il y aurait d'abord une information qui serait faite au secteur, de manière telle qu'il n'y ait pas... Et des réactions du style, comme on a vu maintenant, Uber qui dit que c'est très bien. Vous savez, ça, c'est le genre de réaction... Moi, j'avais dit, si Uber dit que c'est bien, ça va déjà mal démarrer. Ben voilà, on y est mal. Ben oui, mais c'est comme ça. Voilà, comme dit l'autre, on ne va pas pleurer sous le lait renversé. Moi, ce que je souhaite, c'est maintenant qu'ils se mettent autour d'une table, qu'on essaie de restaurer un climat de confiance. Moi, je considère qu'on a un processus de concertation à mener maintenant, et la responsabilité politique, c'est d'assurer ce processus de concertation sans qu'il y ait, je dirais, une situation bloquée dès le départ parce que les uns ou les autres considèrent qu'ils ont en face d'eux des personnes qui ne sont pas en mesure de négocier. Alors, sur le fond, on sait que, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que le ministre Pascal Smet sur ce dossier. Qu'est-ce qui a rendu le projet acceptable pour le PS? Mais, comme je vous l'ai dit, c'est le maintien du salariat, donc c'est le fait que les personnes morales pourront continuer à fonctionner. D'ailleurs, des personnes morales pourront encore se créer demain. Je veux dire, à partir du moment où simplement l'obligation, c'est que le chauffeur ait la licence, on met ensemble, on globalise des investissements. Je pense que, voilà, moi, je défends plutôt ce système-là. Et donc, on ne met plus en péril les sociétés de taxi qui existent aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de mort annoncée. La seule chose, c'est que le système actuel, effectivement, il fallait faire en sorte qu'il y ait un caractère personnel de la licence dans le chef du chauffeur. Mais c'est tout. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Ni plus ni moins. Et qu'est-ce que vous répondez aux chauffeurs qui disent on avait une licence qui était en fonds de commerce, qu'on pouvait revendre par le passé, maintenant on ne pourra pas le revendre, on va y perdre? Alors, c'est pour ça qu'on a prévu une durée jusqu'en à peu près 2030, parce qu'en termes de carrière et en termes de prévisibilité
permet effectivement de tenir compte du fait qu'en 2030, elle ne sera plus... En fait, elle sera toujours cessible, mais n'aura plus de valeur marchande. En fait, c'est ça. Le problème aussi, c'est que la valeur marchande, elle ne dépend pas des pouvoirs publics. On parle de fonds de commerce, mais vous savez que le fonds de commerce, c'est aussi des éléments qui n'apparaissent pas clairement dans la comptabilité. On sait bien qu'elle s'est changée en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Ça, nous ne pouvons bien évidemment pas rentrer dans le système. C'est pour ça que le choix qui a été opéré, c'est d'une durée de validité de ces licences la plus longue possible. 2030, c'est quand même fort loin. Et puis après, effectivement, et puis on verra aussi en 2030 où on sera, je dirais, le système du transport rémunéré des personnes. Parce que les évolutions technologiques sont telles que ce dont on discute aujourd'hui n'aura peut-être plus lieu d'être dans une dizaine d'années. Alors, autre dossier difficile au gouvernement bruxellois, c'est celui des allocations familiales. Hier, le gouvernement a pris connaissance d'une étude faite par des universités sur les différents modèles possibles. Qu'est-ce que vous en retirez ? Mais je pense que ce qui était important, c'était de valider la pertinence du modèle, c'est-à-dire est-ce qu'il est le plus juste possible au regard de la situation socio-économique des Bruxellois. C'est ça qui est le plus important. Qui n'est pas la même dans notre région que en Flandre et en Wallonie. En Flandre et en Wallonie ou en communauté germanophone. Et donc, aussi de faire une comparaison entre les différents modèles, de mettre notre modèle à nous aussi en perspective. Et donc, en définitive, ce que les universités nous disent, au final, vous allez décider, il y aurait une décision politique à prendre, c'est le montant de l'allocation de base, qui peut être 130, 140, 150. Bien évidemment, plus on a un montant élevé, plus le spectre est large, mais peut-être qu'on est moins efficient, puisqu'on a une déperdition, puisqu'il y a de l'argent qui va vers des familles qui n'en ont pas besoin. Donc le tout, c'est de trouver le bon équilibre pour Bruxelles, sachant que, pour nous, le plus important, bien évidemment, c'est qu'on opère le basculement immédiatement. Je veux dire par là qu'on ne dit pas aux familles attendez 2019 pour avoir des enfants, parce que si vous accouchez le 31 décembre, vous aurez 92 € et le 1er janvier, vous en aurez 150. Ça, c'est quand même quelque chose qui ne nous parle pas à nous. Donc nous disons, il faut le préalable qui est le basculement dans le nouveau système, avec le maintien des droits acquis. Je tiens à préciser que dans le modèle que nous proposons, personne ne perd, mais plus de 77% des familles vont gagner à terme. Ça, c'est pour le basculement. Mais alors, oui, pour la philosophie même, ici, quand on regarde dans l'étude, on voit que le modèle à 150 €, on a seulement 19% des familles qui sont perdantes. C'est quand même intéressant. Bien sûr, si vous montez à 160, vous en aurez encore moins. À 180, vous en aurez encore moins. Je voudrais juste un problème, c'est que ce serait infinançable dans le cadre du budget régional. C'est-à-dire que le statu quo budgétaire, c'est un préalable ? Il faut un équilibre budgétaire. Vous vous rendez bien compte que c'est plus de 800 millions d'euros, à terme 900 millions d'euros mis en jeu sur un budget global régional de 3 milliards. Ça veut dire que s'il y a un dérapage, ça fera très mal au budget général. Donc ça, c'est pas pensable pour nous. Mais donc on n'a pas prévu des budgets supplémentaires pour ce changement ? Non. Il faut bien considérer qu'il y a beaucoup de priorités. Dans ces matières-là, il y a la santé, les hôpitaux, les personnes âgées, les handicapés. Enfin, il faut tenir compte de l'ensemble. Donc on ne peut pas mettre tout sur les allocations familiales. Ça, ce serait irresponsable. Alors, les négociations ont repris sur ce dossier-là ? Mais elles n'ont jamais vraiment arrêté, vous savez. C'est toujours en cours. Il y a une volonté, je pense. Alors, il y a différentes possibilités, bien sûr. On peut se dire, tiens, le statu quo, pourquoi pas ? On peut se dire, le basculement, ben oui, et à quel montant, à déterminer. Je pense que ce qui importe, de toute manière, il faut bien dire aux citoyens, aux Bruxellois, au 1er janvier 2019, il percevra toujours ces allocations familiales. Et elles ne seront pas différentes de ce que les Flamands et les Wallons perçoivent, puisque chez eux, comme il n'y a pas de basculement, ce n'est que dans les familles où les enfants naîtront à partir du 1er janvier, et encore uniquement pour eux, qu'il y aura du changement. Donc surtout, prenons le temps nécessaire à mettre en place le modèle le plus juste, le plus efficace possible. Ouais, le temps nécessaire, mais vous annoncez un accord vous souhaitez un accord pour le printemps ? Oui, un accord politique. Oui. Mais pour sa mise en œuvre, il faut qu'on ait toutes les assurances juridiques et budgétaires. À ce moment-là, on pourra y aller. Quand Guy Van Engel dit autant laisser la Wallonie, la Flandre avancer, essuyer les plâtres, et comme ça, on verra bien, on pourra en tirer les enseignements. Mais il n'a pas tort. Je pense que, puisque eux annoncent 2019, on verra s'ils ne prolongent pas, parce qu'on entend aussi qu'ils iraient peut-être bien sur 2020. On a beaucoup fanfaronné, notamment au nord du pays, en disant « nous, on va être les premiers », c'est un peu ça l'objectif. Aujourd'hui, ils commencent à se dire que peut-être ce serait quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc nous disons, ne nous précipitons pas. Ce qui importe, c'est un modèle stable,
et le plus juste possible. Alors, dans la presse la semaine dernière, vous avez fait une sortie réclamant un pacte bruxellois pour un enseignement d'excellence. Et alors, je vous cite, vous disiez « Bruxelles est un miroir grossissant de tous les maux de notre enseignement ». C'est assez fort, ça, comme déclaration. Bruxelles est un miroir grossissant de tous les maux de la société. Je veux dire par là, par exemple, si vous prenez la question des migrants, ce n'est pas que Bruxelles, mais c'est principalement Bruxelles. La question de l'exclusion sociale, ce n'est pas que Bruxelles, mais c'est principalement Bruxelles. Le chômage, ce n'est pas que Bruxelles, mais c'est principalement Bruxelles. Et donc, je veux dire par là que tous les enjeux de la société de demain se jouent dans les grandes villes, dans les métropoles, de manière beaucoup plus tendue. Et donc il faut un traitement différencié pour les écoles bruxelloises? Alors, j'ai dit deux choses. D'une part, que je soutenais le plan d'excellence, donc je suis à l'inverse de Willy Borsu, qui lui dit finalement l'allongement du tronc commun c'est une mauvaise chose. On doit surtout former des travailleurs. Moi je dis qu'il faut aussi former des citoyens. Donc je m'inscris tout à fait dans le projet. Ce que je dis, c'est que l'appliquer tel quel à Bruxelles, compte tenu de la situation sociologique de Bruxelles, des difficultés qu'on connaît déjà en termes d'exclusion scolaire, de non-réinscription, donc vraiment des difficultés qu'on connaît avec notre population scolaire, rallonger d'une année simplement sans mesure d'accompagnement le tronc commun, c'est s'exposer à des problèmes supplémentaires, ce que moi je ne souhaite pas. Ouais. Donc c'est le bon timing pour vous de parler de ça maintenant, parce que Rudy Demotte, votre homologue de la fédération, avait réagi en disant « là on risque de rompre la solidarité entre francophones ». Oui, c'est une mauvaise interprétation. Moi je pense que la solidarité s'inscrit aussi dans la prise en compte des différences. Et moi je n'ai pas de période pour parler de l'enseignement, j'en parle tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a une frustration des Bruxellois par rapport au manque d'investissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les infrastructures bruxelloises quand on voit ce que la Flandre met en place? Oui, mais non, moi je répète toujours, je dis, Bruxelles c'est les deux communautés qui sont présentes. On a l'impression que ça garde des bandes francophones. C'est faux. La communauté flamande est très présente. Si vous regardez le nombre de places ouvertes ou en projet en enseignement primaire, 8 000 du côté francophone, 4 000 du côté flamand. Si on regarde des petits flamands, il n'y en a pas. Donc c'est clairement... Il y a un gros investissement. Il y a un gros investissement qui s'adresse à un public francophone, c'est très clair. Mais ils savent ce qu'ils font. Je veux dire que c'est aussi pour eux, ils ont un problème de dénatalité en Flandre, c'est d'avoir une population qui sera en mesure de parler flamand, qui est en train de se construire ici à Bruxelles. Il ne faut pas se le cacher. Donc ça, je pense que c'est un enjeu. Et donc nous devons pouvoir tirer profit de la présence de ces deux communautés. Il faut parler aux deux. Moi, je parle aux deux. Donc je ne suis pas, je dirais, centré sur la fédération, uniquement sur la fédération de Bruxelles. C'est très important, puisque le français est la langue véhiculaire, mais je ne peux pas faire l'impasse sur la communauté flamande, ça c'est évident. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les invités des experts seront Zoé Genot et Damien Thierry. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et un bon week-end.